Vous savez, Internet, c'est avant tout un ensemble de règles, un langage commun qui permet à des milliards d'appareils de se parler. Mais que se passe-t-il quand ces règles, qui ont été pensées pour la coopération, sont détournées pour semer le chaos? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors la question centrale, c'est qu'est-ce qu'une attaque par déni de service ou DOS? Pour faire simple, c'est une tentative de rendre un service en ligne, que ce soit un site web ou une application, totalement indisponible. Imaginez un embouteillage monstre, mais à l'échelle numérique. Ça paralyse une entreprise et ça la coupe de ses clients. Ok, mais pour bien piger comment ces attaques marchent, il faut qu'on regarde un peu sous le capot d'Internet. Tout repose sur des protocoles comme IP, TCP ou encore UDP. Pensez à ça comme la grammaire et le vocabulaire d'une langue universelle que toutes les machines parlent pour se comprendre. Et c'est pile là que se trouve le problème. À l'origine, Internet a été bâti sur un principe de confiance. L'idée, c'était d'être efficace avant tout, pas forcément sécurisé. Personne n'imaginait à l'époque que cette confiance deviendrait un jour sa plus grande faiblesse. Alors la première grande astuce des attaquants, c'est la tromperie. Pour pouvoir casser les règles, la première étape, c'est de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est une technique qui est vraiment au cœur de beaucoup d'attaques. Ça porte un nom. L'usurpation d'adresse IP, ou IP spoofing. C'est un peu comme envoyer une lettre par la poste en mettant une fausse adresse d'expéditeur. L'attaquant, lui, il envoie des données, tout en cachant qui il est vraiment. Ou pire, en se faisant passer pour la victime. Et c'est ça, le geste clé. En changeant juste l'adresse IP de départ, l'attaquant obtient une sorte de passe-partout. Et rien qu'avec cette petite falsification, il ouvre la porte à des attaques d'une puissance redoutable. Allez, on passe à la deuxième grosse tactique, l'amplification. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette tromperie, cette usurpation d'identité, pas seulement pour se cacher, mais pour créer un véritable déluge de trafic? L'idée, elle est toute simple, mais alors elle est dévastatrice. Imaginez qu'on puisse piéger toute une ville pour que chaque habitant appelle le même numéro de téléphone exactement au même moment. La ligne serait saturée en une seconde. Eh bien, c'est précisément ça le principe d'une attaque par amplification. L'exemple le plus connu, c'est l'attaque Schtroumpf. Ça se passe en 3 temps. D'abord, l'attaquant envoie une toute petite requête à un grand réseau. Mais il utilise l'adresse IP de la victime comme adresse d'expéditeur. Ensuite, chaque ordinateur du réseau, très poliment, répond à cette requête. Sauf que comme l'adresse de départ était fausse, toutes les réponses sont envoyées à la victime. Résultat, elle se retrouve complètement noyée sous le trafic. Et là, le résultat, c'est juste spectaculaire. Une seule petite requête malveillante envoyée par l'attaquant se retrouve multipliée par des dizaines, parfois des centaines de machines, et toutes ces réponses convergent vers une seule cible, ce qui crée une vague de trafic impossible à gérer. Maintenant, regardons une autre méthode, une autre facette de ces attaques. On va voir comment les attaquants exploitent le protocole TCP, celui qui est censé garantir des connexions fiables. Ils s'attaquent à ce qu'on appelle sa poignée de main, le salut de départ entre deux ordinateurs. En temps normal, pour se connecter, deux ordinateurs s'échangent 3 messages. SYN, SYN-ACK et ACK. Pensez-y comme à une conversation super polie. Bonjour, je voudrais parler. Bonjour, je suis prêt à écouter. Parfait, je commence. C'est simple et c'est fiable. Sauf qu'un attaquant, bien sûr, il peut complètement piéger ce système. C'est ce qui se passe avec une attaque par inondation SCIN. L'attaquant envoie des milliers de premières demandes SCIN, mais il ne répond jamais avec le ACK final. Le serveur, lui, qui est bien élevé, il garde toutes ses connexions en attente, en espérant une réponse qui ne viendra jamais, et à force, il s'épuise. L'analogie du restaurant, elle marche super bien pour ça. C'est vraiment comme si on inondait le standard téléphonique d'un resto avec des milliers d'appels pour de fausses réservations, sans jamais confirmer. Très vite, les lignes sont complètement saturées par ces appels fantômes, et les vrais clients, eux, ne peuvent plus passer. Le serveur informatique, il s'épuise de la même manière. Allez, dernière grande catégorie d'attaques qu'on va décortiquer ensemble, celle qui exploite le protocole UDP. Contrairement à TCP, UDP, lui, il est fait pour la vitesse, pas pour la fiabilité. Et ça, pour les attaquants, c'est une vraie aubaine. Pour bien voir la différence, TCP, c'est la tortue. C'est fiable, ça vérifie que tout arrive bien en ordre. UDP, c'est le lièvre. C'est ultra rapide, ça envoie les données sans se demander si elles sont bien arrivées. C'est super pour du streaming ou de la voix sur IP. Mais pour un attaquant, c'est l'outil parfait pour créer un déluge de données. Et là, l'image parle d'elle-même. Une attaque par inondation UDP, c'est comme utiliser un canon pour tirer en continu un flot de données complètement inutiles vers la cible.
Le but, c'est pas la finesse. Le but, c'est juste de noyer la connexion de la victime sous un vacarme numérique incessant jusqu'à ce que plus rien d'utile ne puisse passer. Donc si on récapitule tout ça, les attaques reposent sur 3 grandes stratégies. D'abord, l'usurpation, pour se cacher. Ensuite, l'amplification, pour retourner la puissance du réseau contre la victime. Et enfin, l'épuisement des ressources, pour la mettre KO. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à une question de fond. Si les bases même d'Internet reposent sur cette idée de confiance, qui est aujourd'hui son plus grand talon d'Achille, comment est-ce qu'on peut construire un avenir numérique sécurisé sans trahir cet idéal d'ouverture? Voilà le vrai dilemme de la cybersécurité aujourd'hui.